Vous écoutez Apéro Sexo. Vous écoutez Apéro Sexo, un podcast fait par deux meilleurs amis et professionnels en sexologie. Vous allez entendre parler de dating, de relations, de break-up. On veut vous accompagner dans votre vie sexuelle, dans votre vie intime, dans votre vie amoureuse. Voilà. Bonjour tout le monde. On chante beaucoup, je pense, dans nos intros. Ouais, ça c'est maintenant les chansons. Là. J'espère que les gens apprécient un petit peu nos voix mielleuses. Oui, sûrement. Aujourd'hui, on a fait un épisode sur la diversité des érotismes. On a invité Gabrielle Petrucci-Desjardins, qui était notre enseignante Dans le cours des érotismes. Exactement. Fait que genre, tu sais, les érotismes... C'est vraiment un épisode tellement... Genre, c'est théorique, mais en même temps, on donne tellement d'exemples sur comme nos vies ou genre des exemples comme plus cliniques. C'est tellement pertinent. Mais je me rappelle genre, vous devez écouter cet épisode-là pour avoir une vie sexuelle épanouissante. Je suis désolée. Mais c'est mon statement. Je me rappelle que même quand on suivait le cours, on s'était dit voir que c'est pas obligatoire. Un cours de vie sociale au secondaire. Genre, absolument. Pourquoi? Puis genre, tout, tu sais, l'épisode est chargé théoriquement, mais vous arrivez à la fin avec genre une belle morale sur la globalité de la sexualité. Je vous invite à vraiment écouter l'épisode au complet avec attention. Oui. Puis non, mais je trouve qu'on donne tellement d'exemples. Genre là, j'y repense, puis on donne tellement d'exemples, on donne des exemples sur nos vies personnelles, puis tout que c'est... genre... Mais en gros, on parle de fétichisme, on parle de fantasme, on parle d'application de la sexualité... D'érotisme, évidemment, de pourquoi on développe ces érotismes-là, c'est quoi leur fonction. En tout cas, vous avez juste écouté l'épisode à un moment donné. C'est excellent. C'est ça. Fait que, passez... Non, pas passez. Bon épisode. Bon épisode. Donc, l'épisode est présenté par nos 4 partenaires officiels. En premier, Ecclesia, qui est une compagnie de fourniture vintage et seconde main. Oui. Où nous filmons, qui est aussi notre studio de podcast. Fait que tout ce que vous voyez tout le temps dans les épisodes, vous pouvez vous le procurer, genre vous pouvez l'acheter. Sur la boutique en ligne, Exactement. Fait que il y a aussi la location du studio qui est disponible. Ouais. Vous pouvez voir tous les détails en ligne. Oui. Ensuite, on a Fleur Sauvage Lingerie. Vous les connaissez, on les connaît, on les aime. Plein de lingerie, d'équipements pour s'initier. Pour s'initier. Accessoires, André. D'équipements de plongée. Non. Tu sais, voyons. Oui, c'est bon, accessoires. De l'accessoire pour s'initier une espèce de kink queer. J'arrête pas de me tromper, kink cuir. Je suis d'accord à le dire. Ben, tu sais, il y a des menottes. Des menottes, des harnais, des jarretières. Puis pour ce qui est la lingerie, ce qui est le fun, c'est qu'il y a comme une inclusivité de tous les types de corps. Ouais. Fait que on les aime vraiment beaucoup. Je vous invite à aller voir Rosé à boy. Je suis désolée. Elle est déjà fatiguée. C'était un épisode de fin de soirée ce soir. Donc voilà, c'est tout. Prochain... Monokini, qui est une compagnie de Montréal, qui est une compagnie de céramique qui sont façonnées à la main à Montréal. Et non seulement vous pouvez vous acheter des pièces de céramique, vous pouvez... si vous êtes une entreprise, vous pouvez comme refaire votre vaisselle au complet. Ils font des choses tellement belles. Oui, c'est tellement beau. Ouais. Fait qu'il y a ça, puis en plus, vous pouvez aussi faire des cours de poterie. Fait qu'allez avec vos amis, vos partenaires de vos amis, peu importe, allez en une date. Ouais. Excuse-moi. Honnêtement, quelqu'un slide dans mes DM puis m'offre d'aller faire un cours de poterie à la première date. C'est tout de suite oui, genre c'est add to cart tout de suite. Oui, mais 100%. Genre c'est tellement le fun. Je viens d'avoir le flash. De cliquer, genre. Non, mais c'est que tout le monde propose d'aller faire d'aller prendre un verre, genre. Puis il y a d'autres possibilités de date. OK. C'est beau, aller faire un cours de poterie, j'allais trop loin, là. J'étais comme, tu sais, oui, tu peux aller au cinéma, mais comme tu pourras pas te parler. Ouais. Mais là, tu peux parler puis faire une activité, ce qui est impeccable. Oui. C'est tout. Ouais. C'est comme goofy, c'est le fun, tu sais. J'aime. Ça lit. Exactement. J'adore ça. OK. Fait que, ben, Monokini, allez-y. C'est ça. Ensuite, voilà. Devin & Lang, notre 4e partenaire officiel pour la saison, qui est une compagnie de sous-vêtements. Puis ils font, des tongs, des bobettes, mais c'est vraiment les boxeurs, genre leur spécialité, avec plein d'imprimés. C'est très, très coloré. Genre, si vous êtes du monde qui aime exprimer votre petite personnalité à travers vos bobettes, Devin & Lang, c'est vraiment pour vous. Oui, c'est tellement heureux. Oui, c'est ça que j'aime. Joyeux comme compagnie. Tu regardes le site internet puis t'es comme sourire aux lèvres. Oui, c'est ça. C'est vraiment... c'est full confortable. C'est vraiment confortable. Puis ce que j'aime sur leur site, c'est que c'est... La manière dont ils marketent, c'est pour les personnes qui ont besoin d'une poche puis ceux qui n'ont pas besoin de poche. Fait que c'est comme non-genré la manière dont ils promouvoient leurs boxeurs. Je trouve ça... J'apprécie ce petit détail-là. Fait que Devin & Lang, allez explorer leur site internet. On a fini de vous interrompre. On vous laisse avec l'épisode. Bon épisode! Allô! Bonjour! Bonjour tout le monde! Salut!
Aujourd'hui, on reçoit Gabrielle. Enchantée. Salut, ça fait plaisir de vous revoir. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Là, je vais commencer par expliquer qui est Gabrielle, pourquoi est-ce qu'on la reçoit aujourd'hui au podcast. Gabrielle, en fait, c'est notre enseignante Ouais. dans le cours de diversité des érotismes au bac, qui était un cours qui a beaucoup marqué moi et Rosie. Genre, j'ai l'impression qu'on se retrouve à en parler souvent, même dans les épisodes, on a déjà cité ce cours-là. Ouais. Puis c'est drôle parce que c'était pas un cours complet, genre, c'est pas un 15 semaines, c'était, je pense qu'au final, on a fait 6 ou 7 semaines Ouais, ensemble. c'était comme... La première partie de la session, c'était un cours clinique sur, l'accompagnement à la transition ou quelque chose comme ça. Ouais. Puis l'autre moitié de la session, c'était le cours sur la diversité C'était des le érotismes. discours ensemble qu'on avait là, avec l'examen. Ouais. C'est ça, exact. Non, c'est ça, c'était pas beaucoup. Puis pourquoi je pense que ça nous a marqué, c'est que c'était un des premiers cours où ça reste théorique, mais je trouvais que ça touchait un peu plus la sexualité Oui. versus la plupart des cours du bac, puis comme c'est bien correct, mais c'était full différent, tu sais, c'était Ouais. le fun On touchait, d'entrer plus dans la vie sexuelle, mettons. c'est ça, on touchait au cœur, genre, des pratiques sexuelles des gens, puis comment est-ce que ça pouvait s'appliquer en clinique, mais au final, comme on ressort de ce cours-là avec un gros bagage, puis comme une fenêtre qu'on n'ouvre pas toujours à travers notre parcours. Full. Fait que c'est pour ça que l'idée nous est venue de t'inviter aujourd'hui au podcast. Ben merci, en tout cas, je suis vraiment contente d'être là avec vous autres. Fait que tu veux-tu nous parler un petit peu de toi, d'où tu viens, c'est quoi ton parcours en sexo, tes sujets chouchou. Ben c'est ça, comme je m'appelle Gabrielle Petrucci, je suis sexologue et psychothérapeute. Donc mon parcours en sexo, ben comme vous, j'ai fait le bac en fait pendant 3 ans. Ensuite, j'ai fait 2 maîtrises. Là. Donc j'ai une maîtrise en recherche où là, j'ai étudié diversité des érotismes, plaisir, BDSM, donc un peu comprendre l'expérience corporelle qui était vécue dans de l'érotisme autour de la domination dans la communauté BDSM de Montréal. Puis après ça, j'ai fait une maîtrise clinique, puis je suis devenue psychothérapeute. Puis là, maintenant, je pratique, puis je donne des services de psychothérapie à des jeunes adultes dans des milieux d'éducation, donc collégial, universitaire. Okay. Puis c'est surtout des jeunes LGBTQ+, là, qui viennent me voir dans mon bureau. OK. OK, fait est-ce que t'es à ton compte ou t'es dans comme... des Salarié dans un milieu. Ouais. OK. Ouais. OK. Puis est-ce que tu enseignes toujours? Oui. OK, cool. Donc, j'ai continué aussi cette année. Donc, l'automne dernier, après que vous soyez passé, j'ai continué aussi à donner le cours. OK. Très cool. OK. Très, très le fun, très diversifié. C'est le fun. Tu sais, c'est comme... Souvent, les gens nous demandent c'est quoi les avenues en sexo. Il y en a tellement plusieurs. Ouais. Puis ça, je trouve ça cool. Tout à fait. Vraiment. Moi, ça m'arrive souvent d'avoir des gens qui viennent me voir, qui me disent « Ah, j'aimerais ça m'inscrire dans tel programme. Comment je fais? Qu'est-ce que tu me recommandes? Qu'est-ce que je peux faire avec ça? » Puis en fait, je trouve qu'on est tellement dans un milieu, un peu comme ce que vous avez ici avec le podcast, qu'on peut élaborer beaucoup de choses. On a le champ libre. Donc, vraiment, si ça vous intéresse, comme venez-vous-en, vous autres ici. Oui, mais c'est ça, vu que c'est multidisciplinaire, genre on fait comme autant de sociaux que de quasiment, genre on peut se spécialiser en médecine après, genre il y a comme tellement de d'avenues, ça peut être clinique, ça peut être recherche, ça peut être en tout cas éducation, comme c'est super Tout large. à fait, tout à fait. Ouais. Fait que ça, c'est cool. Puis avant que, ben, en fait, en rentrant dans le sujet, je veux qu'on parle de, tu sais, là, on dit comme érotisme, puis on en parle de façon comme acquise, comme si tout le monde savait c'était quoi. Si on veut, tu sais, je trouve que souvent les gens mélangent érotisme, fantasme, king, fétiche. Si on peut comme avoir une petite définition de comme tout ça pour démêler un peu les gens, mettons. Oui, d'abord, faisons ça. Donc, souvent, on a tendance à mélanger, puis c'est un petit peu une des choses que je vais break down aussi dans le cours avec les étudiants et étudiantes, mais souvent, on mélange, en fait, qu'est-ce qui est érotisme et sexualité. On a tendance à associer de qu'est-ce qui est un érotisme va nécessairement être sexuel, alors que non. Et qu'est-ce qui sera sexuel ne sera pas nécessairement érotique. Donc, la sexualité, on sait c'est quoi. L'érotisme, on est plus, en fait, dans une expérience corporelle jumelée avec un scénario mental. Donc, ça serait ça, un érotisme. C'est comme, je ressens du plaisir dans mon corps quand je pense à telle chose ou quand je mets en action tel fantasme. OK. Puis, mettons, si on distingue comme désir de érotisme, c'est où qu'on pourrait voir la nuance? Bien, en fait, je trouve que le désir, c'est un petit peu une expérience qui est différente de celle du plaisir ou de l'érotisme. C'est-à-dire que l'érotisme, on est plus comme dans un concept, dans une expérience corporelle, il y a un fantasme, tandis que le désir, on est plus dans l'appréhension de quelque chose qui sera excitant. J'aime bien comme distinguer aussi désir de plaisir, c'est-à-dire que le désir, c'est un peu plus, si je donne un exemple un peu, il y a une amie qui me disait récemment, en fait, pour différencier désir et plaisir, bien, le désir, c'est comme quand je vais au resto, mais comme je sais pas ce que je vais manger, on m'a juste dit que c'était vraiment bon cet endroit-là, puis j'ai vraiment, vraiment hâte d'y aller, mais ça se peut que quand j'arrive sur place, que ça soit pas si délicieux que ça finalement, puis là, je vis une déception, donc c'était pas si plaisant, mais j'ai quand même vécu beaucoup de désir. Puis un peu la même chose quand on swipe sur des applications, vous en avez souvent déjà entendu parler, il y en a qui m'en parlent aussi.
on match avec quelqu'un qu'on trouve cute, on rencontre la personne en vrai, la personne ne ressemble pas à sa photo. Donc, il y a eu du désir, mais ça se peut en effet que ma date soit pas si agréable que qu'est-ce que j'avais appréhendé. Ouais. OK. Puis je trouve que c'est une belle nuance à faire parce que ça permet de faire en sorte que c'est pas mutuellement exclusif, mais on peut les distinguer, puis ça enlève pas au désir qui a été ressenti préalablement. Tu sais, mettons, de pas avoir ressenti le plaisir au moment où, genre, l'expérience corporelle que ça leur est donnée, ça redonne une valeur au désir, genre, puis à toute l'appréhension d'un plaisir sexuel qui pourrait venir après. Je trouve que ça comme rajoute une valeur à cette expérience-là. Je trouve ça cool. Ouais. Puis tu sais, le désir, c'est beaucoup plus, mettons, psychologique, si on peut dire, comme c'est plus dans... Tu sais, versus, mettons, l'érotisme, c'est plus corporel, tu sais, t'es plus comme dans le moment, tu sais, mettons, dans la sexualité, si on pense comme, j'ai le désir d'avoir une relation sexuelle en ce moment, par exemple, ce qui est ce que tu vas penser, puis là, peut venir une excitation, par exemple, puis l'érotisme va être plus comme la relation sexuelle en soi, mettons. Bien, c'est-à-dire que l'érotisme, ça peut rester dans la fantasmatique, c'est-à-dire que je peux être excitée par quelque chose sans le mettre en comportement aussi, ou je pourrais décider de le mettre en comportement si je passe à l'action puis je décide d'avoir une pratique X, Y, Z. Le désir, on pourra en reparler, mais ça peut quand même aussi être corporel, c'est-à-dire que si je ressens une excitation, une anticipation, et par exemple, je sais pas, j'ai été à ce restaurant-là, c'était vraiment bon et j'ai hâte d'y retourner, ma bouche va se souvenir de qu'est-ce que ça goûtait quand j'ai mangé tel plat. Ça va être un peu ça avec l'érotisme aussi. C'est qu'à chaque fois que je vais vivre des expériences de plaisir qui vont être significatives, mon corps va imprégner un peu comme une mémoire, comme une sédimentation de roche, puis je vais me souvenir, en fait, de comment ça filait quand j'étais dans ce moment-là. OK. Fait que le désir pourrait être corporel aussi, pas juste psycho. C'est comme un peu de dire que ce qu'on vit dans notre tête, on le ressent dans notre corps aussi, puis que les deux sont un petit peu indissociables. OK. Fait qu'autant dans le plaisir que dans les érotismes. OK. C'est vraiment cool. Ben, ça me fait penser à notre épisode qu'on avait fait sur le désir où on parlait de la motivation. Tu sais, qu'est-ce qui pourrait distinguer le désir réactionnel du désir spontané, puis que l'appréhension d'une expérience positive en elle-même peut faire partie de l'expérience sexuelle, de dire comme si j'appréhende quelque chose de positif, je peux ressentir du désir de manière, tu sais, réactionnelle par rapport à mes propres souvenirs. En tout cas, ça m'a fait penser à ça. C'est vraiment intéressant. Ouais. Puis là, tu as dit que l'érotisme, c'est pas nécessairement la sexualité, puis la sexualité, c'est pas nécessairement l'érotisme, vice-versa. As-tu comme des exemples à donner pour qu'on comprenne mieux la nuance? Oui, vraiment. Donc, dans le fond, quand on parle de sexualité, un des exemples que je donne le plus souvent, en fait, pour comme démystifier ça, pour dire que c'est pas nécessairement érotique, la sexualité, tu sais, pensons à une masturbation un petit peu mécanique que je fais pour m'endormir le soir, pour bien dormir. C'est pas nécessairement un geste qui va être érotique ou qui va être lié à un fantasme, mais on est quand même dans un acte qui est sexuel. Puis l'érotisme, en fait, il y a une tonne de pratiques érotiques qui n'impliquent aucunement la génitalité, la sexualité. Puis c'est pour ça, en fait, donc tantôt vous demandez c'est quoi mes sujets chouchous, mais le BDSM, c'en est un. Puis c'est pour ça qu'on remarque, en fait, qu'il y a beaucoup de personnes asexuelles qui pratiquent le BDSM parce qu'il y a beaucoup de pratiques qui n'impliquent pas de la génitalité, mais qui peuvent quand même impliquer un érotisme qui va générer un plaisir qui va être relationnel, qui va être psychologique, qui va être émotionnel, donc qui va, ou même spirituel, qui va avoir d'autres dimensions que la sexualité. Puis en fait, c'est un peu une idée que j'amène aussi dans mes travaux de recherche puis mes discussions avec des collègues ou des amis. C'est un peu cette idée-là que le plaisir a plusieurs dimensions. C'est une expérience multidimensionnelle dont la sexualité serait une dimension, mais il peut tellement avoir une dimension environnementale, politique, relationnelle, psychologique, émotionnelle, physique. Donc, c'est un peu un tout qui est complexe, donc c'est pour ça que j'aime bien les distinguer aussi, là. Puis je trouve qu'en société, on lit souvent, je veux dire, en général, la sexualité comme quelque chose de très génital. Tu sais, qu'on pense juste au script des relations hétérosexuelles, comme quoi c'est préliminaire, entre guillemets, mettons, tu sais, sexe oral, pénétration, terminée, tu sais, fait que c'est... Quand on est arrivé dans le cours d'érotisme, puis on voyait... Je trouve que ça l'ouvre les yeux aux possibilités infinies de vivre une sexualité épanouissante. Au lieu de rester dans l'espèce de script qui est... Puis c'est bien correct s'il y en a qui ont cette sexualité-là qu'on parle peut-être plus vanille, mettons, là, qui est un érotisme en soi. Tout à fait. Mais qui est comme l'érotisme le plus représenté. Fait qu'on associe que, c'est ça de la sexualité, puis c'est quand même très génitalisé. Fait que quand je relisais les notes, j'étais comme...
ah, mais c'est vrai, tu sais, que la sexualité, c'est pas juste ça. Genre, tu sais, quand j'ai lu justement ton exemple sur les personnes asexuelles qui peuvent pratiquer le BDSM, ben ça démontre aussi que c'est pas juste génital, tu sais. Puis ça, en tout cas, ça me fait penser à plein de choses comme quoi, tu sais, il y en a qui disent « Ah, j'ai besoin d'une connexion avec quelqu'un », tu sais. Ça démontre toutes les possibilités d'avoir une sexualité comme différente. Puis ça, je trouve ça intéressant, puis qu'on en parle pas assez. Ouais. Tout à fait. Puis tu amènes vraiment un bon point, soit que, tu sais, oui, la sexualité vanille, oui, la pénétration pénis-vagin, c'en est un érotisme, mais c'est celui, en fait, qu'on nous a un petit peu dicté, qu'on devrait aimer aussi, ou qu'on devrait fantasmer là-dessus pour avoir une sexualité qui est normale. Puis, en fait, oui, c'en est un érotisme, mais je suis d'accord avec toi que je pense que quand on commence à questionner ça, puis on pourra en reparler plus au fil de la discussion, mais de voir qu'est-ce que nous, on aime vraiment, ça va éventuellement nous permettre un peu de se libérer un peu plus de l'oppression sexuelle, ou du moins, en tout cas, d'y résister. Donc, c'est ça. Parce que je trouve que la sexualité, qui est déjà un sujet tabou en société, on le sait, je veux dire, je pense qu'on est dans notre monde de sexo, fait qu'on est genre... Ah, mais comme c'est facile d'en parler, puis tu sais, des fois, moi puis André, on est en public, puis on parle de sexualité comme on parlerait de notre déjeuner, puis je suis comme, ah, c'est vrai, tu sais, les gens, ils ne parlent pas nécessairement de ça, mais ça me fait penser comme quoi, tu sais, la sexualité vanille, que, tu sais, qu'on soit capable de... C'est que pour les gens, c'est la sexualité à vivre, et les gens ont de la misère à en sortir. Puis on a fait 2 épisodes sur Spice Up ta sex life, qui est en traduction, sortir du sexe vanille. Les gens qui veulent se tremper l'orteil à l'extérieur du sexe vanille, mais comme des premiers pas vers quelque chose de non normatif. Puis je me demande, genre, tu sais, genre, je sais un peu notre point de vue par rapport à ça, mais tu sais, vu que c'est comme ton dada un peu, comment t'invites les gens à aller à l'extérieur du sexe vanille ou comme à se questionner, tu sais, justement, tu disais que c'est important de se questionner, puis tu sais, tu sais, c'est difficile de se demander ce qu'on aime quand on s'est fait imposer une norme. Fait que peut-être que je saute un peu quand on en parlait plus tard, mais je me demande, genre, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui nous écoute qui est comme « Ah, mais c'est vrai, j'ai tout le temps eu de la sexualité vanille, mais comment je sais ce que moi j'aime, tu sais? Bien, pour moi, comme cette question-là, elle passe surtout par l'agentivité sexuelle. Donc, pour les gens qui savent pas c'est quoi l'agentivité sexuelle, c'est notre capacité, en fait, de nous penser comme une personne qui est sujette dans notre sexualité, qui est capable de faire des choix sensés pour nous-mêmes. Mais aussi, l'agentivité sexuelle, c'est d'être reconnu aussi par les autres dans qui nous sommes. Donc, c'est pas juste nous, mais c'est aussi le regard que les autres portent sur nous, puis c'est d'être respecté pour qui on est. Pour moi, ça passe vraiment par l'agentivité sexuelle. Donc, ça serait la capacité, en fait, pas la capacité, mais plutôt, en fait, la possibilité de développer certaines capacités pour s'explorer. Fait que, d'une part, là, je pense entre autres à des capacités relationnelles, communicationnelles, mais aussi d'avoir une connaissance de soi, de qui on est comme personne. C'est quoi mes besoins? C'est quoi mes limites? Connaissance de mon corps. Comment est-ce que je communique ça avec l'autre? Donc, puis pour moi, c'est plus basé sur une connaissance de soi, de la communication, puis des décisions éthiques basées sur des valeurs que de dire « faites telle chose ». Je donnais une conférence l'année passée, justement sur le plaisir, puis c'était adressé à des sexologues, puis il y a une sexologue qui m'a demandé mais moi, qu'est-ce que je peux faire pour conseiller à ma clientèle un peu des trucs pour pimenter leur vie sexuelle? Puis en fait, j'y vais avoir vraiment une réponse plate. Je vais rien vous dire, parce que pour moi, ça serait de recréer des normes. Ça serait un peu de tourner un peu l'objectif sur qui est posé sur le sexe vanille, pénétration, pénis-vagin, puis le tourner sur voici, tout le monde devrait être kinky, tout le monde devrait être dans le BDSM. Et ça sera ça la nouvelle norme maintenant pour être hors norme. Puis ça, c'est un petit peu un piège. J'aime mieux laisser la liberté aux gens de réfléchir sur qu'est-ce qu'ils veulent et avoir la possibilité de se penser comme un être sexué ou asexué, peu importe, et de faire des choix pour soi. Donc, c'est un peu ça, je pense, la communication, connaissance de soi, ça va être vraiment à la base. Exploration de son corps aussi. Oui, mais c'est fou un questionnement qu'on a. Tu sais, Rosie puis moi, on fait comme de l'éducation sexuelle grand public, tu sais, à travers les réseaux sociaux puis les trucs comme ça. Puis c'est comme un espèce de sujet double tranchant où on dit OK, on a énormément de personnes qui se questionnent sur justement comment spice up ma vie sexuelle, comment la pimenter, puis on veut à la fois ouvrir la discussion autour de ça sans créer des nouvelles normes, sans créer, puis c'est comme le double tranchant aussi d'ouvrir la discussion sur la sexualité en public, de dire OK, on veut conseiller les gens, les accompagner dans leur vie sexuelle, mais quand on le fait d'une manière grand public, puis on questionne les normes déjà en place, on en remet d'autres en place. Puis après, je regarde notre parcours. Tu sais, moi et Rosie, on parle de notre sexualité tout le temps, fait que genre, on connaît le parcours mutuel de l'autre. Puis c'est à travers
les études en sexo, les discussions qu'on a eues, nos skills communicationnels, les études en relation d'aide qu'on a acquises, que c'est un travail d'une vie, en fait, explorer ces érotismes. Ouais. Puis c'est tellement plus que juste essaye donc genre le partialisme, tu sais, qui est un fétiche, mettons. Mais tu sais, des fois, on donne des trucs comme, OK, on pourrait utiliser, mettons, les chandelles à massage, tu sais, puis même dans nos vies sexuelles, à toi puis à moi, même vu qu'on n'est pas la même personne, même en ayant cet outil-là de plus, on va le vivre d'une différente façon, puis ça, je trouve que ça met l'érotisme en action à partir de soi versus de, comme, d'imposer quelque chose. Fait que, tu sais, oui, mais c'est dur, là, effectivement, on essaye de, comme, donner des... Oh, vous pourriez essayer le BDSM, achetez-vous des menottes, OK, mais je pense que les gens, on peut donner des outils, puis après, les gens, je pense que, comme tu dis, la gentilité est super importante, parce que sinon, on essaye de faire de l'introspection pour les gens, ce qu'on peut pas faire, non, tu sais. c'est ça. Ce qui va être important, c'est pas tant le truc qui va être donné, plus que la discussion, puis la réflexion qui va s'en suivre, puis le retour de comme, est-ce que j'ai aimé cette expérience? Oui ou non? Pourquoi? Qu'est-ce que j'en tire? Qu'est-ce que j'ai envie d'essayer pour la suite ou pas essayer? Il y a comme de quoi de plus qui doit venir avec juste les astuces sexues, tu sais. Exact. Puis je pense que, tu sais, un point qui se soulève pour moi au travers de ça, c'est aussi de ne pas prendre pour acquis que qu'est-ce qu'on me dit d'essayer, ça va être qu'est-ce que j'aime. Un peu comme, justement, l'hétérocis-normativité, c'est un peu qu'est-ce qu'on nous dit qu'on devrait désirer. Nos pratiques devraient être autour de ça. Notre sexualité devrait se présenter de telle façon. Mais peut-être que je vais aimer ça, puis peut-être que oui, ça va me convenir, mais peut-être qu'il y a aussi autre chose que je vais aimer, probablement. En fait, c'est peu fréquent, en fait, qu'une personne ait une seule préférence bien précise. Souvent, on a plusieurs préférences ou on a certaines choses qu'on aime, une certaine fluidité là-dedans. Donc, aussi, se donner le droit d'explorer les différentes choses, puis se questionner si c'est ce que j'aime vraiment. Puis à l'inverse, il y a aussi comme les, entre guillemets encore, les bons érotismes, des mauvais érotismes. Tu sais, pendant, je sais pas, je trouve que c'est un truc commun, là, tu sais, quand il y a comme la fixation sur les pieds, mettons, qu'on entend comme souvent, puis ça a comme été classé comme un mauvais érotisme dans le sens genre, ah, t'es bizarre, genre, c'est kinky, genre, aimer les pieds. Mais je sais pas, là, c'est peut-être comme 2012 mon affaire, mais je trouve que des fois, ça revient, ou genre, même dans nos DM, genre, ah, mais moi, genre, j'aime les pieds, tu sais, puis... mais juste la vidéo que j'ai faite sur le choking récemment. Les commentaires sont terribles. Je sais pas si t'en as lu un petit peu, là. Mais c'est parce que... mais... Vas-y. Non, mais il y a comme un espèce de... c'est moralisateur, tu sais. Dès que tu parles de sexualité en dehors du script, il y aura des commentaires négatifs qui vont s'en suivre. En tout cas, je vais pas citer les commentaires parce que vous irez les lire vous-même si ça vous tente, mais non, c'est ça. Il y a comme un espèce de... Là, je manque les mots pour le dire, mais... un jugement moral sur des pratiques qui sont normatives. Puis est-ce que ça devrait venir un peu de soi, de s'accepter dans sa sexualité, même si socialement, il y a les bons puis les mauvais érotismes qui sont classés, genre, tu sais, de façon... Bien, je pense qu'il y a une partie qui doit venir de nous, dans le sens d'avoir la bienveillance, d'avoir la douceur, en fait, d'accepter qui on est, mais aussi... À un certain point, on a besoin aussi d'une certaine reconnaissance. C'est-à-dire que si moi, je tente de m'accepter comme individu puis que je me fais toujours dire que qu'est-ce que je fais, c'est pas normal ou que j'ai pas personne avec qui en parler ou que j'ai aucun groupe d'appartenance, ça peut générer de la souffrance aussi. Donc, mais là, ça voudra pas dire que moi, mon érotisme en soi me fait souffrir, mais plutôt, peut-être que j'aurais besoin d'avoir un groupe qui me reconnaît, un peu comme qu'est-ce qu'on va voir avec des thèmes comme l'identité de genre, l'orientation sexuelle, des fois une communauté d'appartenance ou de savoir que d'autres gens qui en parlent, ça peut vraiment venir déstigmatiser aussi, puis créer des liens. Donc, oui, une partie de soi, mais une partie de l'externe, je pense aussi, là. Puis, vu que, tu sais, la sexualité, souvent, se vit à plus qu'une personne, tu sais, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont confortables avec leurs propres érotismes ou qui ont fait un bout de chemin avec leurs propres érotismes. Puis là, vient la deuxième partie de l'acceptation, le partager avec la personne ou avec les personnes, peu importe. T'as-tu comme des conseils à donner aux gens de parler, tu sais, peut-être des bonnes façons puis des mauvaises façons aussi de recevoir comme quelqu'un qui nous communique quelque chose, un érotisme, peu importe c'est quoi, là, tu sais, je veux dire, clairement que... Puis c'est correct aussi que de pas partager le même érotisme que l'autre personne. Je pense que c'est important de comprendre qu'on a une sexualité, l'autre personne a une sexualité, puis il y a la sexualité qu'on vit ensemble. Mais tu sais, là-dedans, j'imagine que... Je sais pas, genre, ma question, c'est, as-tu des conseils de comment l'apporter avec quelqu'un? On va commencer une question à la fois. C'est ça ma question. Mais je pense que pour moi, le mot d'ordre général, ça serait la bienveillance. De ne pas shamer les gens pour leurs préférences. On a le droit de ne pas aimer quelque chose. On a le droit de vivre du dégoût. On a le droit d'être fâché devant certaines pratiques, devant certaines choses. Et là, je parle bien sûr de pratiques consensuelles. Ce qui ne serait pas consensuel pour moi ou avec une personne dont la personne ne pourrait consentir, ça serait dans le registre des violences.
Mais quand je parle de pratique consensuelle, je pense que le mot d'ordre, c'est vraiment bienveillance. Et tant dans comment moi je communique que comment l'autre reçoit. Et déjà d'être capable de nommer, en fait, ses besoins, ses préférences. Ouais. Et comme personne qui reçoit, en fait, ces mots-là ou cette discussion-là, vraiment de le recevoir sans jugement, je pense que c'est ça la clé. On n'est pas obligé de tout aimer, mais on n'est pas obligé de shamer les gens non plus. Donc, le respect, c'est assez primordial, je pense, dans un cas comme ça. Surtout si on veut avoir des relations avec les autres, des relations intimes de qualité. Je pense que ça nous demande une certaine vulnérabilité. Donc, quand les gens se montrent vulnérables à vous, de ne pas les punir ou de ne pas être de pas être péjoratif par rapport à ça, ça crée aussi des blessures relationnelles, je pense. Donc de recevoir sans jugement, c'est pas mal la clé. Oui, puis un truc que tu avais écrit dans les notes que tu nous as envoyées, comme quoi... Là, tu me corrigeras, mais tu sais, que tous les érotismes sont possibles si le consentement... Tu sais, je veux dire, c'est un peu ça la nouvelle définition des érotismes, comme quoi le consentement est la base, puis après, dans la sexualité, tout est possible, tu sais. Puis ça, je trouve ça intéressant parce que, encore une fois, si on vient au sexe vanille, c'est une façon de vivre les sexualités, mais comme il y en a des possibilités infinies, puis je trouve ça important de démontrer en fait, moi, dans le cours d'érotisme, une des choses qui me frappait, c'est toutes les possibilités. Oui. Je veux dire, on a fait un des cours, c'était des présentations orales, tu sais, chaque équipe choisissait comme un érotisme puis le présentait. Nous, on était ensemble, évidemment. C'était quoi votre sujet, déjà? Le shibari. Ah oui. Puis même à ça, tu sais, les shibari, je suis comme... On en entend quand même parler, genre, mais tu sais, il y en avait qu'on n'a jamais entendu. Oui, la présentation sur les adult baby diapers, c'était super intéressant, puis c'était comme, oh mon Dieu, mais voir qu'on n'a pas accès à cette communauté-là, puis on avait fait, genre, en tout cas, j'avais fait tellement de lectures après avoir écouté les présentations orales des gens, parce que c'est comme, toutes les portes sont ouvertes, puis c'est super intéressant. En tout cas, moi, j'ai trippé sur cette partie-là du cours. Oui, effectivement, mais vas-y. Non, mais j'allais dire, il y a un défi de trouver de l'information aussi, parce que souvent, quand, vous avez fait une recherche avec une démarche scientifique, vous avez fait de la netnographie, donc elles sont allées sur le net, elles ont trouvé des informations sur une communauté précise, comme toutes les autres personnes du cours. Mais souvent, le défi, c'est de trouver des informations qui sont justes sur une communauté. Puis ça, c'est souvent l'obstacle qu'on rencontre. Donc, si on n'a pas les témoignages des gens qui le vivent, là, ça peut être un petit peu plus compliqué quand on se met à faire certaines recherches. Oui, j'imagine qu'on conseille plus aux gens d'aller à des informations qui sont par et pour, tu sais, aller comme voir des blogs de personnes qui font partie de la communauté dont tu cherches pour avoir comme une espèce d'informations plus justes sur la façon dont c'est vécu par les gens. Ça peut être ça. Puis en fait, moi, quand j'ai des gens dans mon bureau qui me demandent qu'est-ce que je peux faire pour en apprendre plus sur le BDSM ou en savoir plus, je les réfère, par exemple, aux outils de sexualistes qui ont des capsules vidéo. Je les réfère à certaines lectures qui ont du contenu scientifique où je leur dis carrément, il existe en fait des donjons à Montréal où il va y avoir des ateliers par et pour, où tu vas pouvoir apprendre en fait des notions essentielles dans un cadre qui est sécuritaire pour toi. Puis que tu ne mettras pas non plus en danger inutilement là, les partenaires avec qui tu pratiqueras après. Donc, d'avoir les notions de sécurité aussi pour être capable de faire les pratiques de la bonne façon ou de la façon la moins à risque possible, du moins, là, parce qu'il y aura toujours des risques. Mais donc, c'est ça. Donc, oui, je les oriente plus vers des ressources par et pour, des ressources communautaires quand c'est possible, mais on en manque. Il n'y en a pas beaucoup. Mais c'est vrai que les communautés en ligne, ça va souvent être un refuge pour certaines personnes. Oui. Rosie, genre, ce que tu disais juste avant, ça m'a fait penser, tu sais, comme avec le cours ce qui t'avait marqué, c'est toutes les possibilités de la sexualité. Puis là, ça va joindre quelque chose que tu as écrit dans les notes, mais on dirait que dès qu'on sort du paradigme comme médical, de la manière dont on voit les fétiches, les kinks, là, on pourrait peut-être définir qu'est-ce que c'est, genre, kink, fétiche, tout ça, puis qu'on rentre plus dans le paradigme de comme, est-ce que la relation sexuelle est consentie? Ça, on dirait que toutes les portes s'ouvrent, genre, en tout cas, moi, c'est ça qui m'avait marqué du cours aussi, puis tu pourrais-tu un peu comme nous expliquer c'est quoi le shift en ce moment qui se passe dans la manière dont on pense à la sexualité puis les érotismes des gens? Mais en fait, c'est que nous, on parle d'érotisme ici parce qu'en ce moment, on est en train d'avoir une discussion dans une vision de la diversité, une vision qui est inclusive aussi de la sexualité puis des érotismes. Mais longtemps, en fait, dans le milieu médical, dans le milieu psychiatrique, ça a été nommé comme des paraphilies. Donc, une paraphilie, c'est un terme péjoratif pour désigner, en fait, un intérêt sexuel inhabituel. Donc, ça vient d'où, l'idée de la paraphilie? Ça vient aussi du 19e, 20e siècle,
en psychiatrie en Europe, où est-ce que on parle davantage de déviance. Ouais. Les déviances, c'est tous les intérêts sexuels qui sont pas centrés sur la reproduction, donc l'instinct génésique, donc toute pratique qui a pas pour but de reproduire dans le cadre d'une union entre un homme et une femme. Et ensuite, le concept a évolué vers paraphilie, sauf que ce qu'on se rend compte de plus en plus dans les manuels médicaux, en fait, de santé mentale, que ce soit le DSM ou celui de l'OMS, malgré que le manuel de l'OMS a beaucoup plus évolué parce qu'il a intégré la nouvelle norme du consentement pour retirer certains diagnostics dans la dernière version. Mais ce qu'on se rend compte, en fait, c'est que c'est pas basé sur des données scientifiques, cette idée-là, que les paraphilies sont si inhabituelles que ça. Et là, j'emploierai maintenant le terme érotisme aussi, mais au fil de la discussion, fait que ça se peut que je switch d'un à l'autre, mais quand on parle de paraphilie, ça se dit justement intérêt inhabituel, mais ce qu'on se rend compte finalement, c'est qu'il y a quasiment 50% des Québécoises. C'est un peu une des premières statistiques que je donne, donc l'étude de Joël à Trois-Rivières, donc c'est un peu ce qu'on se rend compte, 50% des Québécois, Québécoises ont au moins un intérêt qui est listé dans le DSM-5, qui est le manuel de diagnostic santé mentale en Amérique du Nord, et qui a au moins un tiers de ces personnes-là qui l'ont mis en comportement un intérêt paraphilique. Donc, on est-tu vraiment dans le si anormal que ça? Pas tant que ça. Il y a une autre étude qui nous dit que c'est autour de 62% des hommes qui ont un intérêt paraphilique. Donc, encore une fois, on n'est vraiment pas là-dedans. Ce qui est intéressant, par contre, c'est de voir, OK, c'est pas si hors norme que ça, ces comportements-là, mais il y a quand même autour de 85% des Québécois, Québécoises qui ont des fantasmes qui sont liés quand même à l'hétérosexualité puis au script vanille. Donc, d'avoir des relations sexuelles dans un milieu romantique, d'avoir des relations sexuelles quand il y a une émotion, en fait, d'amour qui est impliquée, de recevoir du sexe oral. Donc, on est quand même dans des scripts qui sont assez normalisés, malgré que la diversité des érotismes n'est vraiment pas si peu présente que ça. En fait, elle est super riche, elle est super complexe, puis elle est présente chez beaucoup de gens. Puis j'aurais tendance aussi à avancer, puis il faudrait qu'on ait plus d'études à l'appui, mais probablement que ce 45% est vraiment sous-estimé aussi. T'sais, si on commençait vraiment à regarder pas juste les paraphilies, mais la diversité des fantasmes des gens, je pense qu'on pourrait même aller plus loin que ça, là, potentiellement. Puis à la lumière de ces données-là, genre la définition du mot paraphilie perd un peu son sens. Tout à fait. Fait que là, c'est là qu'on a le switch vers l'érotisme. L'érotisme, oui, OK. Exact. D'où l'intérêt de parler d'érotisme plutôt que de paraphilie, qui reste péjoratif, qui reste un terme médical et qui est encore malheureusement utilisé dans certains milieux, et ça a des retombées négatives pour des communautés, dont la communauté BDSM de Montréal. Donc, je pense que c'est important qu'on fasse le switch puis qu'on parle plutôt d'érotisme qui est beaucoup plus inclusif pour tout le monde, là. Puis, mettons, as-tu des exemples de ce qui, ces études-là, définissaient comme paraphilie ou comportement? Mettons qu'au final, ben, plusieurs personnes avaient ces comportements ou ces érotismes-là, comme juste pour... Il y avait sûrement une classification de... Oui, c'est ça. T'as-tu comme des genre, OK, c'est quoi qui... Ben, mettons, les exemples qu'ils donnaient, est-ce que vous faites ça? C'est quoi ces exemples-là, mettons? OK. Mais c'est ça, dans le fond, pour répondre à ta question, là, quand on parlait là, de, justement, d'intérêts listés dans le DSM que les gens peuvent avoir, donc le 45% là, que j'ai dit tantôt. Donc, on parle de voyeurisme, on parle de fétichisme, on parle de frotterisme, de masochisme. Donc, c'est pas des pratiques qui sont... des intérêts puis des pratiques qui sont rares ou inhabituelles. Puis, on parlait aussi, là, dans cette étude-là, en fait, c'est mentionné qu'il y a aussi l'exhibitionnisme en couple qui est vraiment plus commun, malgré que lui, c'est pas une paraphilie qui est listée dans le DSM. On verra plus exhibitionnisme seul qu'en couple, mais il est là aussi. Donc... pour répondre à ta question. Okay. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, pour un peu définir, mettons, pour les personnes qui ne sauraient pas, tu sais, le voyeurisme, ça serait, mettons, de ressentir du plaisir ou de l'excitation en regardant comme des personnes avoir de la sexualité ou... Ma définition est boboche! Mais c'est de base, là, tu sais, c'est... Oui. Ben, quand tu ouvres la discussion sur ça avec... En tout cas, ben moi, dans mon... Là, je parle d'expérience personnelle, mais je réalise rapidement que c'est pas tant non normatif, justement. Ben non, c'est ça. Ouais, c'est quelque chose qui crée une excitation pour beaucoup de personnes. Ouais. Ouais. Fait que c'est drôle d'avoir... Ben, c'est drôle en même temps. Tu sais, je veux dire, on le dit comme quoi il y a eu comme un changement de vision de... OK, si ça visait pas la procréation, c'était non, tu sais. Puis maintenant, on est plus comme le consentement au centre. Exactement. Mais c'est fou de penser que pendant comme... Ben, encore... En fait, c'est que ces années-là ont teinté la façon dont on voit la sexualité aujourd'hui, puis
comment le sexe vanille, c'est la seule chose qui est comme glorifiée, tu sais. Puis encore une fois, c'est la pénétration qui est au centre quand même, tu sais. C'est ça, ça crée préjudice aux gens encore aujourd'hui. Ça a vraiment des impacts, tu sais, comme que ce soit juridique ou moral ou juste dans la manière dont ça va s'infiltrer au plus profond de notre vision de nous-mêmes, tu sais, ça peut créer des sentiments de honte, ça peut créer des sentiments de culpabilité par rapport aux propres choses qui nous excitent, là, ça vient vraiment affecter les gens. Exact. Puis c'est justement parce que ça a des préjudices que je pense qu'il faut pas non plus tomber dans un discours où est-ce qu'on dit « Ah, il faut vraiment que j'ai une sexualité queer, la sexualité queer sera vécue de telle façon, où je dois vraiment avoir des pratiques BDSM pour pouvoir être émancipée ou être hors norme. » Oui, fine, comme on peut tout faire ça si on veut incarner notre sexualité queer, si on veut s'émanciper comme personne, mais il faut pas que ça devienne une règle, il faut pas que ça devienne une norme comme la pénétration phallovaginale ou l'hétérocisnormativité est devenue la norme. Faut pas que ça soit un idéal. Exact. Ou comme l'injonction de l'orgasme. Faut pas que ça devienne un objectif. Faut pas que ça soit non plus l'injonction au plaisir. Ouais. Of course que je souhaite que les gens aient du plaisir dans leur sexualité, dans leur pratique érotique, mais il faut pas que ça devienne une obligation non plus. Oui. Puis là, on rentre un peu dans la deuxième partie, comme ça vient de où les érotismes, les fantasmes? Ouais, fait que ça, c'est vraiment comme une question complexe, puis je trouve qu'il n'y a pas une seule réponse pour justifier ça. Je pense que vous êtes déjà dans une vision où on comprend que la sexualité, l'érotisme, c'est complexe, donc je vais poursuivre comme ça. Donc, pour moi, il y a comme autant des influences qui se font au niveau social, au niveau relationnel qu'au niveau individuel. Fait que si on y va un peu, qu'on décortique, mais si on pense juste au niveau social, on en parle depuis tantôt, les scripts, les normes, ça vient nécessairement influencer nos fantasmes aussi. Donc ça, déjà, les scripts, notre façon de représenter la sexualité dans les médias, ce qu'on observe, que ce soit tant des médias comme le cinéma, la peinture, la pornographie, la photo, peu importe. Donc ça en est définitivement un, mais je pense aussi à la religion, la spiritualité qui, oui, peut être vécue à un niveau plus individuel, relationnel, mais aussi comme collectivement. C'est quoi notre héritage spirituel aussi? Comment ça peut venir influencer? Donc ça en est un aussi que j'entends souvent aussi comme qu'il y a des influences dans mon bureau. Mais c'est ça. Puis aussi, bon, les scripts sexuels, ça dépend toujours du contexte social, du milieu dans lequel on vit. Donc ça aussi, donc l'endroit où est-ce qu'on vit aura aussi un impact, là. Ouais. Puis au niveau relationnel, puis là, comme, sentez-vous bien à l'aise d'ajouter, là, c'est autre chose que je manque, là, mais comme notre style d'attachement qu'on développe en relation, moi, je pense qu'il va... Puis pas juste je pense, mais les études nous montrent qu'il va venir influencer notre façon de vivre notre érotisme aussi. Ouais. Si j'ai un attachement préoccupé, par exemple, et que je m'inquiète beaucoup pour les autres, je développe un érotisme autour de la domination, où est-ce que je suis une service top, puis que je prends soin des autres, que je suis beaucoup dans être préoccupé de comment l'autre se sent, mon histoire de vie ou mon style d'attachement peut venir influencer. Si moi, par exemple, j'ai un attachement qui est plus anxieux, et que pour moi, rentrer dans l'intimité, ça peut être menaçant, ça peut être intimidant, bien, est-ce que, justement, je pourrais pas développer un érotisme, ou du moins, est-ce que mon érotisme qui serait centré, par exemple, autour d'un jeu de rôle pourrait venir un peu compenser mon attachement anxieux? Si, par exemple, moi, le fait de jouer un personnage plutôt que d'être moi, c'est-à-dire moi aujourd'hui, si je suis un personnage, est-ce que c'est moins menaçant pour moi de rentrer dans l'intimité avec quelqu'un? Donc, est-ce que mon érotisme autour des jeux de rôle pourrait venir compenser, expliquer ça? Fait que ça, je pense que ça aussi, c'est quand même un... Je trouve ça tellement intéressant. Oui, cette étude-là, je l'aime vraiment beaucoup parce que ça vient vraiment nous montrer comment est-ce que l'érotisme peut nous permettre de coper avec nos problématiques d'attachement puis notre style relationnel ou les obstacles que notre style relationnel engendre. Ouais. Donc, mais il y a aussi comme nos expériences avec nos partenaires. Est-ce que j'ai eu des expériences? Tu sais, tantôt, tu parlais de... Qu'est-ce que tu conseilles aux gens quand on veut dévoiler notre fantasmatique? Bien, si j'ai justement eu des expériences où j'ai été shamée, où est-ce que j'ai vécu la culpabilité, de la honte parce que je me suis dévoilée puis il y a eu comme une forme de violence psychologique qui a été faite à mon égard dans mon dévoilement, c'est sûr que ça peut influencer comment moi je me raconte dans ma sexualité puis comment moi je me raconte dans mes fantasmes. Ou est-ce que j'ai eu des expériences positives au contraire avec mes partenaires puis je me sens confiante d'aller de l'avant puis d'explorer certaines choses. Donc ça aussi, ça peut influencer. Juste penser qu'on reste souvent dans la zone de confort pour éviter la fameuse discussion de comme ce qu'on aime, ce qu'on veut, nos érotismes. Ouais. Puis toi et moi, on en parle souvent à quel point... je pense que aussi parce qu'on a un background en sexo,
pour nous, ça va un peu de soi d'en parler, mais pas nécessairement pour l'autre personne. Ouais. Puis pour éviter cet inconfort-là ou ces questions malaisantes, on utilise souvent des jeux. Oui. Un jeu qu'on adore, c'est XXX de... En tout cas, Bon, on a déjà joué. j'étais comme, je vais pas vous donner de la promo, vous en avez pas besoin, là, mais... oui, on a déjà joué, C'est puis ça, ouais. tu sais, je me rappelle que récemment, tu m'as envoyé un texto comme quoi, avec un des partenaires sexuels que t'as, Ouais. c'était une des meilleures relations sexuelles que vous aviez eues, Oui. justement parce que vous aviez comme joué au jeu avant. Oui, c'est ça. Ben, genre, c'est comme une belle béquille, genre, pour ouvrir la discussion, parce que des fois, ça vient pas naturellement, les questions que j'ai envie de poser à mes partenaires, de comme... Je sais pas, on parle de 2 millions d'autres affaires pendant une date, puis d'utiliser un jeu comme ça, que c'est comme la parfaite excuse pour parler de sexualité, de la relation sexuelle, on est mieux. Puis je retombe moins dans mes patterns de sexualité vanille parce que la porte a été ouverte pour parler des érotismes que j'ai, puis vice-versa pour mes partenaires aussi. Ouais. Fait que genre, c'est de soi plus agréable puis plus épanouissant par après. Ouais. Fait que, Puis ça me fait penser que, justement, je parle à mes amis récemment, puis je disais que souvent, j'apporte du lubrifiant. Ah Et oui, ouais. genre du lubrifiant puis Ouais. des sextoys, genre la Ouais. première fois, ben si je pense avoir de la sexualité avec quelqu'un, peut-être non, puis c'est pas chez nous, parce que Ouais. chez nous, j'ai comme en T'as tant tout ce que qui est- professionnelle en sexo et créatrice de contenu sexo, on a un tiroir plein, puis on se fait donner... oui, c'est ça, beaucoup de jouets. Ouais. Fait que chez nous, je suis bien équipée, mais quand je vais chez quelqu'un, j'apporte des trucs, puis Ouais. mes amis étaient comme, mais je comprends pas, genre, comment t'en parles, genre, que t'as des jouets puis du lubrifiant, puis j'étais genre, du jouet, puis on est en train de me qualifier de bizarre pratiquement, là, tu sais, Ouais. c'est comme, Ouais. c'est fou à quel point les gens sont confortables dans la sexualité vanille, puis La tu sais, ligne là, est je fais une grosse généralisation, là, Oui, tu sais, ouais. mais c'est souvent le discours populaire qu'on entend, puis, tu sais, mes amis qui étaient genre, hey, mais je comprends pas comment t'inclus des jouets sexuels, puis j'étais genre, La ligne est Hein? facilement franchie vers le non-normatif. Oui. Oui. Il en faut peu. c'est ça. Ouais. Puis sinon, l'autre chose que, en tant que professionnel en sexo, j'aime me questionner, c'est pourquoi ces érotismes-là, pourquoi on a ces érotismes-là. Fait que Ouais. je vais te laisser un peu y aller de la façon dont tu préfères comme l'expliquer, mais parce que je sais que c'est très théorique et très complexe. Mais si on y va dans, tu sais, il y a quand même quelques auteurs qui se sont penchés sur le sujet puis qui ont élaboré des Tout à fait. théories, mettons. Tout à fait. Mais tu sais aussi, juste pour bondir sur ce que tu disais précédemment, c'est vraiment important, mais par rapport à utiliser, par exemple, ce jeu-là que je connais pas, là, mais je serais curieuse de savoir c'est quoi, le XXX comme une béquille. Tu sais, je pense que ça résonne aussi avec les capacités dont je parlais tantôt puis que j'essaye de mettre de l'avant. Puis d'ailleurs, c'est des capacités qui ont été élaborées par Denise Medico. Donc, c'est tout basé sur un peu des approches ou des méthodes qu'on va travailler avec les gens en psychothérapie, aussi en sexothérapie, pour les amener à aller de l'avant dans leur intimité sans comme leur dire quoi faire, sans reproduire les normes aussi, mais vraiment de l'utiliser comme un outil de communication pour communiquer ses préférences. Je pense en effet que ça peut être une bonne stratégie pour les personnes qui trouvent l'intimité plus menaçante ou plus intimidante, mais dans les faits, on n'a pas le choix, il va falloir qu'on apprenne à tolérer aussi le potentiel rejet, la vulnérabilité que ça implique si on décide d'aller de l'avant. Ouais. Mais là, à quoi ça sert, tous ces fantasmes-là? On parle de fantasmes, on parle d'érotisme, ça doit bien venir de quelque part. On en a parlé, il y a plein d'influences individuelles, relationnelles, sociales. Mais la psychanalyse, en fait, si on y va vraiment basique comme ça, puis je vous donnerai pas un cours là-dessus, nous dirait que ça vient de l'inconscient. Mais je pense que, oui, partiellement, ça fait du sens, là. Il y a des théories qui font vraiment du sens là-dessus, mais c'est absolument incomplet comme réponse. Je pense qu'il y a autre chose qui peut expliquer à quoi ça sert, d'où ça vient, et c'est pas juste un mécanisme de défense non plus. On en a parlé tantôt brièvement, trauma en triomphe. Trauma en triomphe, pour les personnes qui savent pas c'est quoi, c'est quand on rejoue certains événements traumatiques de notre vie de façon volontaire, de façon consensuelle, pour reprendre du pouvoir sur ces événements-là, puis comme un peu réécrire le récit à notre façon, pour diminuer en fait l'impact traumatique que ça peut avoir. Je suis pas en train de prescrire ça à personne. Je dis pas non plus pour les professionnels qui nous écoutent que vous devriez prescrire ça, mais jamais, jamais. Par contre, quand on a des personnes dans notre bureau qui viennent nous parler de leurs expériences puis que c'est en lien avec leurs objectifs thérapeutiques, mais on peut vraiment l'utiliser comme levier pour les accompagner vers un plus grand bien-être puis moins de souffrance aussi. Là-dessus, je t'écoute, mais j'ai amené un livre que j'ai fini de lire récemment qui parle justement de ça. Ça s'appelle « Dans la cage ». L'auteur, c'est Océan, puis... c'est un... Là, je vais le lire, là, mais c'est une autobiographie socio-pornographique où il raconte tout son upbringing sexuel, les traumas qu'il a vécu, les violences sexuelles qu'il a vécues dans son enfance, son adolescence, puis la manière dont, à l'âge adulte, maintenant, il s'est réapproprie, puis comment peut coexister dans une même vie une lutte contre les violences sexuelles et
l'utilisation d'érotisme plus, mettons, d'imaginaire, une fantasmatique plus violente, puis que les deux coexistent très bien, puis peut être un espèce de levier vers un épanouissement sexuel. Mais oui, je pense que, tu sais, je parle de mécanismes de défense, comme ça peut servir à ça, mais c'est une fonction de résilience aussi, c'est de faire face à l'adversité par l'érotisme. Puis la résilience, c'en est une autre raison, en fait, à quoi ça peut servir d'avoir ces érotismes-là. Tu sais, quand on parle de résilience, on parle aussi, un autre exemple que je pourrais vous donner, c'est de se réapproprier peut-être l'abjection ou la honte que la société peut nous envoyer par rapport à notre identité. Donc, par exemple, l'homosexualité et encore parfois, mais a souvent été décrite comme abjecte, c'était dégoûtant, etc. Mais il y a des personnes, en fait, qui se sont réappropriées l'érotisme autour de l'homosexualité pour dire, regarde comment moi, je me réapproprie qu'est-ce qui te dégoûte tant, puis je vais avoir un plaisir, en fait, à incarner qu'est-ce qui te dégoûte tant. Donc, il peut avoir comme quelque chose de transgressif qui est vécu, mais de façon résiliente pour se réapproprier quelque chose qu'on a longtemps rejeté. Donc ça peut être une façon. Puis dans les mécanismes de défense, mais il n'y a pas juste le trauma en triomphe. Là. Il y a d'autres choses aussi. Par exemple, j'observe chez certaines personnes de la communauté BDSM, là, que ce soit dans mon bureau ou dans mon travail de recherche, j'ai entendu différents comme témoignages. Il y a des gens qui recherchent volontairement des sensations vraiment intenses dans l'érotisme. Donc, il y a vraiment comme ça aussi à quoi ça peut servir, une recherche d'intensité. Et pour certaines personnes, par exemple, qui ont des passés avec des historiques quand même de consommation de drogue, consommation d'alcool, etc., mais de drogues fortes, c'est genre cocaïne, etc., ça peut servir, en fait, à donner un rush d'une autre façon via en fait, les endocannabinoïdes qui sont sécrétés dans le cerveau, donc les autres types de neurotransmetteurs qui sont sécrétés plutôt que de consommer. Donc ça peut être une façon, mais si on va dans des exemples vraiment basiques, peut-être pour aussi notre auditoire, pensons à comment notre sexualité ou avoir du sexe la veille d'un examen peut nous aider à gérer notre anxiété pour les personnes qui sont aux études. Donc, comment aussi la sexualité ou l'érotisme, ça peut venir réguler des anxiétés au quotidien. Donc, pas juste seulement des traumas ou des éléments importants de l'histoire de vie, mais juste comme notre anxiété quotidienne aussi. Dans les autres fonctions que ça peut avoir, là, donc à quoi ça peut servir, il y a plein d'autres affaires, mais ça peut servir aussi à répondre à certains besoins qu'on peut avoir. Puis quand je pense à des besoins, je pense notamment à des besoins affectifs, des besoins relationnels, comme un besoin de sécurité, un besoin de me sentir contenue. Par exemple, la contenance, on le voit avec l'érotisme du vor, donc tout cet érotisme d'être avalé, vivante par une créature géante qui peut soit nous mastiquer, soit nous digérer tranquillement, puis d'être un peu finalement enveloppé dans son estomac. Donc, il peut vraiment avoir dans le soft-vor, donc celui où la personne n'est pas mastiquée dans le fantasme, puis est digéré lentement, vraiment comme un besoin, en fait, de réconfort puis de contenance, comme d'être au chaud dans les intestins de la créature. Donc, ça aussi, ça peut être une façon là, d'aller combler des besoins, mais aussi des besoins comme de se sentir aimé, sentir qu'on est vraiment importante pour l'autre. Donc, il peut y avoir toute une recherche, en fait, de bonding, de relations vraiment plus fusionnelles, plus fortes dans l'érotisme. Donc, ça peut servir à ça. Avoir du plaisir, of course. Toutes les érotismes, potentiellement, ont pour objectif d'avoir du plaisir. Mais il y a d'autres fonctions aussi. Tantôt, on parlait de un petit peu la quête identitaire. Comment est-ce que moi, je peux apprendre à mieux me connaître via mon érotisme, via ma sexualité. Mais la quête identitaire aussi, elle fait partie un peu de à quoi ça peut servir d'avoir des fantasmes, d'avoir certains érotismes. Je pense par exemple à... Excusez. Je refais ce petit bout-là. Je pense, par exemple, à des personnes trans qui ont été assignées un genre qui ne se ressemble pas à la naissance, donc soit des personnes amables, des personnes affables, qui revivent, par exemple, dans leur érotisme, certains événements de leur vie ou certains morceaux de leur histoire en tant que little boy, little girl, pour justement réécrire un petit peu leur vie dans leur genre ressenti et pas dans leur genre assigné. Et ça aussi, par exemple, ça peut être une façon de vivre l'érotisme. Puis là, ça peut être dans un érotisme comme le age-play, par exemple, dans des jeux de rôle. Mais comment est-ce qu'on peut revivre, en fait, des parties de notre vie dans le genre ressenti pour participer à cette construction du genre dans lequel on se ressent. Donc, ça peut être utilisé de cette façon-là.
Mais tantôt, je parlais d'être reconnu dans son identité aussi, donc de faire partie d'une communauté comme la communauté furries, la communauté poppy, qu'on a aussi à Montréal, qui est assez visible, la communauté BDSM. Donc, à quoi ça peut servir d'avoir des fantasmes? Ça peut servir à faire partie d'un groupe, d'avoir une reconnaissance identitaire aussi. Fait que, tu sais, là, je vous ai droppé plusieurs raisons. Ben moi, je voulais revenir sur le relation bonding qu'on avait vu en classe, mais quand j'ai relu les notes, ça me faisait beaucoup penser à... Je pense que dans mes relations sexuelles, ce que je me suis rendu compte, c'est que j'ai vraiment besoin d'avoir une connexion avec l'autre personne. Puis je sais pas comment j'appellerais cet érotisme-là, mais d'avoir des relations sexuelles très amoureuses, mettons, même si... Oui, exactement. Puis je sens que c'est vraiment pour l'espèce de tu sais, pour moi, je sens que c'est une fonction de relation, de bonding que je veux avoir, tu sais. Puis quand j'ai relu ça, j'étais genre, tu sais, d'avoir de rechercher par la sexualité un lien émotionnel, un sentiment de proximité interpersonnelle, c'est tout le temps ma prémisse. Puis on dirait que je me suis rendu compte par ma vie sexuelle que, mais ça m'intéresse même pas d'avoir de la sexualité si cette fonction-là n'est pas remplie. Fait que quand je relisais ça, j'étais comme, oui, genre, ça fait du sens. Puis pour toi, je t'en ai aussi assigné un. L'identité de reconnaissance et de validation, ça me faisait penser à toi parce que, tu sais, quand tu dis comme quoi t'as besoin d'être comme reconnu, d'être senti comme désirable ou tu sais, ça me faisait full penser à toi. Le praise est vraiment important, par exemple. C'est une des... Genre, en tout cas, c'est quand j'ai lu, j'étais comme... Oui, tout à fait. J'ai écrit Rosie puis André à côté de nos des deux fonctions. Je me rappelle que quand on suivait le cours, à chaque cours, moi puis Rosie, on se tapait les cuisses puis on était comme « Oh my God! » Oui, c'est ça. Genre, ça, c'est moi, ça, c'est toi. Puis des fois, c'est drôle comment... On dirait que moi, la fonction vient presque avant l'érotisme dans la façon dont je le pense. Comme, tout à fait. J'ai besoin de ça, donc je vais avoir ce type d'érotisme. Je vais le combler de cette façon-là. Exactement. Tout à fait. Exactement. Puis c'est un peu... Je trouve ça tellement intéressant, ce point-là, parce que Robert Stoller, en fait, il disait que... Donc, Robert Stoller, c'est un psychiatre américain qui a étudié la perversion, la paraphilie, l'érotisme, etc., la fantasmatique, mais il disait, en fait, que ça serait un peu la résolution psychologique de ces enjeux-là. Par exemple, bon, j'ai un besoin d'être aimé ou d'être désiré, je vais aller chercher ça, je vais le combler de cette façon-là. Mais lui, il disait que c'était un petit peu la résolution de ces enjeux-là qui était le vrai happy ending et pas tant l'orgasme en soi. C'est comme la jouissance, oui, il y a une réaction physiologique, mais il disait c'est plus le sens, c'est plus le meaning qui est en dessous qui serait le happy ending. Donc, food for thought, qu'on peut y réfléchir, mais... c'est cool, Puis je trouve que de le voir comme ça donne une porte ouverte à se questionner puis à faire de l'introspection sur ses érotismes. Genre, tu sais, de se questionner encore de base, puis je sais qu'on dit tout le temps ça, mais comme, c'est quoi tes besoins? Qu'est-ce qui te fait sentir bien? Qu'est-ce qui, au contraire, te fait pas sentir bien? Ça aide à avoir cette espèce d'introspection-là, de commencer un bout de chemin à se questionner c'est quoi ces érotismes. Puis moi, ça s'est fait quand même tard que je me suis rendu compte que... C'est rare qu'on a l'occasion d'avoir les outils pour y réfléchir aussi. Oui, ben je veux dire, dans la société où on vit, puis aussi, tu sais, on n'en a pas parlé, mais comme la pornographie qui vient un peu... Tu sais, moi, je le sens que ça m'empêche un peu de me questionner sur mes fantasmes puis mes érotismes, vu qu'ils sont imposés devant moi, puis j'ai juste à... Tu sais, c'est comme... C'est lâche de vivre ma sexualité ou de vivre ma masturbation, puis des fois, je me dis, faudrait que j'aille de la masturbation sans porno pour me permettre d'aller explorer ma fantasmatique, puis voir où mon cerveau m'amène par lui-même, au lieu de me faire imposer quelque chose. Puis si on pense à l'érotisme que toi, t'as du bonding, c'est pas nécessairement le script qu'on va retrouver le plus dans la pornographie mainstream non plus. Fait que c'est pas à travers cette pornographie mainstream-là que tu vas pouvoir aller l'explorer non plus. Mais c'est le fait que la porno peut être aussi utilisée à l'envers. Puis d'être un espace d'exploration de la fantasmatique. Oui, absolument. Là, j'en ai parlé de façon négative, mais au contraire, je trouve que ça apporte des fois une porte à « Hey, ça existe, ça! » Tu sais, puis ça, je trouve ça cool. Puis aussi, tu sais, je me suis rendu compte que la façon... Tu sais, on dirait que je distingue, moi, mes érotismes masturbatoires de mes érotismes avec partenaires. On dirait que c'est pas les mêmes. Genre, les fonctions que je vais chercher, on dirait qu'elles sont pas les mêmes. Tu sais, dans ma masturbation, j'ai pas besoin d'aller chercher le bonding, genre. Avec mon womanizer, tu sais. Mais c'est aussi que notre sexualité ou nos érotismes qu'on vit seuls seront pas nécessairement les mêmes qu'avec quelqu'un. Exact. J'aime bien, en fait, quand ma clientèle me pose des questions, « Ah, mais là, si je me masturbe, ça veut dire que je trompe la personne avec qui je suis en couple. » Mais en fait, on démystifie un peu cette vision-là pour dire « Mais c'est pas toute la même sexualité, c'est pas toutes les mêmes érotismes. La sexualité que tu vis seule, elle est indépendante aussi de la sexualité que tu peux vivre avec les autres ou des pratiques que
que tu peux avoir avec les autres. Donc, je pense qu'il faut commencer comme à décompartimentaliser ça puis faire comme des distinctions. Et en effet, comme ton point fait bien du sens, je trouve, dans cette vision-là, en le sens qu'on n'aura pas les mêmes besoins partout, puis c'est correct, puis même d'une personne à l'autre, on peut avoir des besoins différents. Avec une personne, on pourrait être à l'aise de jouer tel rôle, ou si je reprends l'exemple de la domination-soumission, d'être plus dans la domination, puis avec une autre personne, on pourrait peut-être être plus à l'aise d'être dans la soumission. Donc, ça dépend toujours de c'est quoi aussi la complicité ou l'amalgame que ça fait avec la personne qui est devant nous ou les personnes avec qui on a des pratiques. Là. C'est ça. Moi, je pense à toutes les configurations relationnelles du réseau affectif ou dans des polycules. La sexualité va pas nécessairement remplir les mêmes besoins dépendamment des personnes avec qui on relationne aussi. En effet. Puis c'est fluide dans le temps aussi, en plus. En effet. Avec les personnes dans le temps. Puis ça me fait penser, tu sais, dans la saison 1 du podcast, puis je me rappelle plus à quel épisode, qu'on expliquait que pour nous, un des premiers pas vers comprendre un peu sa sexualité, c'est de comprendre que ta sexualité toi-même, ta partenaire ou tes partenaires ont leur sexualité seule, puis ensuite, ensemble, vous vivez une sexualité. Puis ça... Je trouve que ça amène aussi je trouve que ça fait du bien à entendre parce que des fois, tu te dis « Ah, mais je suis pas compatible, genre, on n'a pas les mêmes érotismes. » Puis je trouve que ça démontre que tu es capable de vivre tes érotismes seul, comme tu es capable d'en vivre des différents avec la personne avec qui tu as de la sexualité ou les personnes. Oui, c'est ça. Puis là, tantôt, je disais « Ah, mais on tombe souvent dans le confort puis dans le sexe vanné. » Mais je trouve que c'est comme un peu de plus d'essayer d'avoir justement une sexualité, ben si on veut, là, mais comme différente du sexe vanné, puis d'en parler, parce que je trouve que des fois, seul, on s'en permet beaucoup, genre, dans le sens qu'on se laisse aller dans notre sexualité, puis des fois, on arrive avec quelqu'un, puis là, on se laisse moins aller, à cause de ce qu'on disait un peu tantôt, tu sais. Pas on s'en permet beaucoup, mais genre, on se laisse la liberté de faire ce qu'on veut, ce qu'on désire, parce qu'on est... Le seul regard auquel tu es confronté, c'est le tien. C'est le tien. Fait qu'il y a comme, il y a de quoi, il y a pas la société, puis il y a pas, ben oui, il y a la société des fois, de façon inconsciente, oui, ou consciente, mais quand... Tout à fait. Oui, c'est parce ça. qu'on peut quand même, il y a un concept que j'aime bien utiliser pour illustrer ça, c'est l'érotophobie internalisée. Un peu, donc dans la même saveur qu'on pourrait employer l'homophobie internalisée, mais l'hétérophobie internalisée. Donc, la honte que moi, comme personne, j'ai internalisée de certaines pratiques, et chez certaines personnes, en fait, ça peut être, même si la personne le vit seul dans sa vie privée, sans partenaire, c'est quand même comme une raison pour laquelle les gens viennent consulter dans la thématique de l'érotisme, des relations, c'est d'avoir honte, en fait, puis de se sentir mal. Mais je trouve de plus en plus, on a comme des discussions comme celles qu'on a aujourd'hui, puis je pense que ça fait juste contribuer à démocratiser davantage, comme oui, l'accès au plaisir, mais juste les connaissances, puis juste aussi le fait qu'on peut questionner ces choses-là, les remettre en question, puis se pencher davantage plus sur qu'est-ce qu'on aime, puis qu'est-ce qui nous fait plaisir vraiment, plutôt que qu'est-ce qu'on devrait aimer. Oui, fait que je trouve ça comme, je sais pas, je trouve ça full intéressant de parler de ça. Mais oui, je trouve ça comme vraiment intéressant de parler de tout ça, puis je dis pas, comme j'ai dit tantôt, je pense pas que c'est nécessairement toujours nécessaire de se poser les questions de pourquoi ça vient de où, blablabla, mais je trouve ça intéressant à penser à ça. Puis genre, à la lumière de... Le temps avance. À la lumière de tout ce qu'on a... De tout ce qu'on a jasé dans l'épisode d'aujourd'hui, puis en tout cas, moi, ce qui me frappe, c'est la complexité de la sexualité humaine. Te dirais-tu comme un mot de la fin à lancer dans l'univers? Bien, moi, je pense que je retiendrai comme pour tout le monde comme que le plaisir puis l'érotisme, c'est tellement une expérience qui est complexe. Puis j'invite les gens à s'explorer, à se questionner. J'invite les gens à développer plus de capacités relationnelles, plus de capacités communicationnelles, à découvrir davantage leur corps, puis de se recentrer vraiment sur une expérience qui est corporelle plutôt qu'une expérience de qu'est-ce qu'on devrait désirer. Fait que moi, je pense que ça serait vraiment le main takeaway pour aujourd'hui. Puis, ben, je vous souhaite que ces moments-là que vous allez vivre à vous explorer, ça soit des petites révolutions contre l'oppression sexuelle qu'on fasse aussi tout le monde de notre côté. Donc, ça sera pas, bien sûr, une révolution majeure. Mais je pense qu'on peut quand même résister ensemble au pouvoir normatif ou à l'oppression sexuelle via nos érotismes, peu importe qu'est-ce qui ressortira de ça là, dans le consentement, bien sûr. C'est vraiment bien dit. Oui, absolument. Belle conclusion. Donc, André, c'est le moment de ta chanson, des confessions sexues. Les confessions sexues! Veux-tu qu'on commence avec celle du public? Oui, attends, ben, en fait, commence. Je vais sortir mon ciel le temps que je la trouve. Okay. As-tu ta confession en tête? Oui, puis c'est vraiment dans le sujet. Fait que je peux commencer. Parfait. Mais dans le fond, durant Noël, j'ai eu une réflexion par rapport à la porno, puis je me disais, est-ce que
la porno a créé un espèce d'érotisme, de voyeurisme pour tout le monde. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, dans le sens que on regarde tout, en majorité, les gens regardent la porno et s'excitent à travers la porno, mettons. Fait que je suis comme, est-ce qu'on a tous développé un espèce d'érotisme, de voyeurisme à travers la porno qui était comme implantée, genre? C'est une bonne question. J'y réfléchis en live, puis je suis comme, Mettons, moi, je regarde pas beaucoup de porno visuel. Je consomme que de la pornographie auditive. Puis, mais mettons, si je me masturbe sans pornographie, genre les scénarios que je me fais sont quand même... Imagés? Ouais, mais tu sais, faudrait que je m'arrête et que j'y réfléchisse plus. Est-ce que tu as une réponse? Ben, est-ce que... J'ai pas de réponse précise à ça, il faudrait que j'y réfléchisse plus, mais la première chose qui vient instinctivement, c'est est-ce que ça va devenir significatif chez tout le monde qui regarde la porno, que la porno... C'est tellement significatif que ça devient un érotisme en soi de le nommer comme ça. Ou c'est juste comme quelque chose qu'on fait puis on n'a pas besoin de le nommer davantage. Versus chez quelqu'un chez qui ça serait vraiment significatif de regarder d'autres personnes, que ça leur a un sens. Il donne cette fonction-là à la pornographie, par exemple. Oui, par exemple. Je comprends. C'est comme si nous, notre cerveau va au-delà de la fonction, genre du voyeurisme, puis c'est plus comme le scénario en soi où... T'sais, ça fait du sens que versus, mettons, quelqu'un que c'est le fait de regarder. Exact. OK, parfait. Mais ça répond absolument à ma question. Je suis comme, oui, ça fait tellement de sens. Ouais. Mais c'est un bon questionnement. Ouais. Puis, t'avais une confession découverte à nous partager? Ben, c'est pas vraiment une découverte, c'est peut-être plus comme juste un petit dévoilement là, de quelque chose qui s'en vient d'un projet, mais dans le fond, j'ai participé à un ouvrage collectif queer dans les 2 dernières années, donc tout le monde a écrit des chapitres de livres. Puis le but, justement, c'est de lutter contre l'oppression via la résistance. Donc, ça va s'appeler, en fait, Normes sexuelles et résistance queer, ce premier ouvrage collectif qui est dirigé par Chacha Enriquez. Et ça va paraître chez Remue Ménage là, fin mars, début avril, ce coin-là. Donc, dans votre prochaine librairie féministe proche de chez vous, vous trouverez cet ouvrage collectif. Y a-t-il déjà un lien, mettons, que je pourrais mettre en description d'épisode, même si c'est pas encore paru? Pas encore, pas encore. Mais ça sera à venir, puis vous pourrez le trouver. Puis c'est ça, il y aura différents sujets là, dedans, avec un petit peu le même genre de réflexion, peut-être, qu'est-ce qu'on a eu aujourd'hui, par rapport à différentes thématiques. C'est super cool. Ben, félicitations. C'est vraiment accomplissement. C'est très cool. J'aime ça. Parce que j'aime bien partager des ouvrages sur notre Instagram Apérosexo, fait que c'est sûr que j'irai me procurer une copie. Je vais faire la confession du public. OK. Donc, la personne dit... Après avoir découvert le plaisir de la fellation pour la toute première fois, ma copine de l'époque et moi avons testé les limites de ma libido en me faisant venir le plus de fois possible en 48 heures. Nous en étions à notre énième pipe, passé un certain nombre, j'en ai oublié jusqu'à mon nom. Et, étendu sur le dos, j'ai senti l'éjaculation se pointer le bout du nez. Lorsque fut venu le temps de venir, je lui indiquai de se retirer dans le but de ne pas la laisser encaisser encore une autre décharge. J'ai donc pris mon pénis en main et me chargerai de finir le travail, sauf que... Quand vint le temps d'éjaculer, j'ai senti quelque chose d'anormal se passer en bas. Mais étant beaucoup excitée, j'ai choisi de l'ignorer afin d'en profiter au maximum. J'aurais dû écouter mon corps. Lorsque j'ai cru atteindre l'orgasme, je me suis mis à m'uriner dessus comme une borne fontaine qui explose. J'en ai mis partout, mon corps, mes draps, le plancher et même légèrement sur elle. C'était beaucoup de pipi. Ça s'est donc terminé en première douche partagée et de rire pour une vie. #GoldenShower. Oh mon Dieu! Je m'attendais pas à ça comme fin. C'est tellement beau comme scène. Comme, c'est ça. C'est comme, je sais pas, je trouve que c'est comme unlocker un... En tout cas, la personne semble avoir eu une expérience super positive de ça. Puis partager de rire pour une vie, c'est comme un petit peu une porte ouverte vers comme le people de manière involontaire, quasiment. Ouais. Je sais pas si c'était ça le but, mais... Ouais, mais en tout cas, je trouvais que c'est une Mais moi, ce que j'aime, c'est que ça l'apporte comme le côté que le sexe, c'est pas tout le temps calculé, genre, puis que tu sais pas tout le temps qu'est-ce qui va arriver, puis la personne, clairement, a l'air d'avoir bien réagi si, comme, la personne nous écrit. Genre, je trouve ça le fun que ça... Je sais pas, j'aime ça. Je trouve que c'est comme ça apporte le côté de... tu sais, la sexualité, on est tellement dans la performance, dans comme le paraître, puis en tout cas, c'est pour ça que j'aime cette confession-là. Genre, j'aime ça, je trouve ça cool. Puis j'aime l'idée que, comme, tu sais, on a des liquides corporels, puis tu sais, on joue... Tu sais, on dirait, je fais le parallèle avec le sexe anal, que comme, ben, des fois, il y aura des selles, tu sais, puis c'est des choses qui arrivent, puis comme... Mettons, je sais pas, on dirait que ça enlève ce tabou de l'urine puis des selles dans la sexualité, parce que comme...
Ben, regarde, ça peut arriver des fois, là. Ouais, j'aime ça. Ouais. Ou le sexe durant les menstruations, tu sais. Ouais, c'est comme c'est enlever l'étiquette du sale Ouais, au liquide corporel. j'aime Ouais. ça. Que je trouvais ça Et fun. toi, t'avais-tu une confession? Ben, ma confession, c'est que hier, j'avais une soirée avec une amie, puis on parlait de nos pratiques masturbatoires, puis elle me dit « André, je me masturbe quand j'ai le nez bouché, genre. » Puis j'ai dit « De quoi tu parles? » Puis elle me dit que quand le nez bouché, qu'elle a un rhume, qu'elle est enrhumée, elle se masturbe et son nez se débloque automatiquement, genre. Puis comme elle va se masturber pour Débloquer son nez? décongestionner son nez, puis je me suis dit Oups. « Quoi? Genre, de quoi tu parles? » Puis ben, j'ai le nez congestionné ces temps-ci, puis je l'ai essayé, puis ça a vraiment bien fonctionné. Puis j'ai fait des petites recherches Google, je suis pas allée regarder, genre, rien de ce que je dis en ce moment n'est appuyé par aucune source scientifique, là, je dois réitérer ça. Mais je me suis dit, si les gens veulent faire le test, je suis vraiment curieuse de voir comme... en tout cas, je sais pas, on dirait comme peut-être que... Mais qu'est-ce que tes recherches ont donné? Que c'était un thing. Ah. Puis là, c'était comme on parle de genre d'articles de blog, là. C'est pas, OK. ouais. Mais c'était ma découverte de récemment et je vais continuer à faire des recherches là-dessus parce que j'ai rien compris. C'est tellement bizarre. Ouais. C'est ça, je suis comme gagne au conclu là-dessus. Est-ce que tu as une hypothèse ou pas vraiment? Mais moi non plus. Je suis autant perplexe que vous. C'est vraiment... OK. Bon, ben, c'est à super suivre. efficace. Ouais. Écrivez-nous si jamais ça vous arrive aussi. Fait que, sur ce, merci beaucoup. Je me suis sentie full comme privilégiée. J'étais comme, j'ai un cours universitaire, mais Ouais. genre... Comment? Attends. À pas beaucoup, genre? Privé. privé. C'est ça que je cherchais À pas dans ma tête. À pas beaucoup. Privé. Fait que, merci encore d'être venu. C'est vraiment cool de t'avoir reçu. Puis, pour les gens, la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci, ça me fait plaisir. Merci d'être resté jusqu'à la fin. On va juste prendre un petit 30 secondes de votre temps pour remercier les partenaires qui rendent la saison 2 possible et le Ouais. podcast. Ouais. Donc, Ecclesia, qui est une boutique de fourniture vintage, Fleur Sauvage Lingerie, une compagnie québécoise de lingerie, et Monokini, qui est une compagnie de céramique façonnée à la main à Montréal. Ouais, c'est vraiment grâce à eux qu'on est capable de faire la saison 2 puis vous offrir ces mots doux dans vos belles oreilles. C'est un Voilà. peu bizarre. Non, mais c'est parfait. C'est ça. Puis je voulais aussi remercier les personnes qui comme rendent le podcast possible de différentes manières, comme Fred Tagvorian qui a fait notre musique, qui est la même musique depuis la saison 1. Ça vous berce dans vos... En tout cas, bref. Je me sens poétique aujourd'hui. Ensuite- non, on y va. Gabriel Boutin qui a fait notre photo pour la saison 2, photo absolument magnifique sur laquelle on trippe. Et Guillaume Cadieux au montage qui nous écoute en ce tolère moment. toutes les semaines. Exactement. Le nombre de rottes qu'il entend, vous comprenez pas, là. C'est tout. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine!